Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir Sonia. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale Demandez le programme sur CNews consacrée à l'un des sujets de préoccupation des Français, la sécurité. La violence en France qui explose dans de nombreuses villes et pas seulement dans les grandes cités urbaines. L'insécurité du quotidien, on verra que c'est un phénomène qui touche désormais tout le territoire. Tous les acteurs de la sécurité, policiers, magistrats, avocats, spécialistes de la criminalité auront la parole ce soir. C'est l'un des sujets essentiels, appelons-le couple, duo, ce que vous voulez. Aujourd'hui, il est pour certains mal en point, police-justice, avec un véritable cri. Une phrase, vous vous en souvenez, probablement ceux qui nous regardent également, qui a beaucoup marqué parce qu'elle est le signe, le symbole d'une défiance. Le problème de la police, c'est la justice, c'est une vraie question. On va écouter ce policier, Fabien Van Emmelrich, qui en avait parlé lors de la manifestation de policiers. C'était le 19 mai 2021. Le problème de la police, c'est la justice! La justice doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Voilà pour cette interpellation du syndicat de police que vous représentez, Stanislas Godon, bonsoir. Bonsoir. Délégué général Alliance. On est aussi avec Johan Carrard à vos côtés, gardien de prison et faux pénitentiaire. On accueille Pierre Marissèvre, qu'on a entendu tout à l'heure dans le public, délégué général de l'Institut pour la justice, et Béatrice Brugère, magistrate de FO. Le problème de la police, c'est la justice, Stanislas Godon. Aujourd'hui encore, on a une magistrate là sur le plateau. Vous ne travaillez pas ensemble, vous travaillez les uns contre les autres ou les uns avec les autres? Cri du cœur et cri de colère des policiers. Rappelez-vous dans quel contexte cette phrase a été prononcée. Et heureusement qu'elle a été prononcée. Parce que derrière a découlé un débat qui était fort intéressant et qui a mis en lumière aussi certaines vérités que nous, policiers, nous constatons sur le terrain. D'abord, nous avons découvert qu'en 3 ans de temps, des peines encourues qui étaient de l'ordre de 3 ou 5 ans, le quantum moyen des peines prononcées, c'était 5,8 mois, c'était 9 mois. Voilà, c'est ça la réalité, en fait, des sanctions qui étaient prononcées à l'égard de ceux qui agressaient les policiers. Et nous avons obtenu effectivement cet observatoire de la réponse pénale, qui a fait quand même un peu de lumière sur comment ça se passe, la chaîne pénale dans ce pays. Et quand vous agressez un policier, vous avez une chance sur 10 d'aller en prison et d'avoir un mandat de dépôt. Seulement une chance sur 10. Une chance sur 10. Voilà, c'est ça la réalité. Un risque sur 10 même. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que après qu'on ait fait ce constat-là, j'entends parler depuis tout à l'heure de budget, effectivement, les moyens, c'est une question. Mais la politique pénale dans ce pays, elle se conduit comment? D'abord, on ne fait pas de la gestion de la population carcérale. Et je sais que les magistrats étaient pris entre deux feux, entre il faut faire de la fermeté, et puis de l'autre côté, il ne faut surtout pas prononcer notamment des peines d'emprisonnement. Et que la circulaire de Mme Belloubet a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et quand on regarde le dernier document, notamment qui est sorti de l'INSEE, on voit que depuis 2012, en fait, vous avez un espèce des vases communicants entre la détention, entre les condamnations, et en fait, qui évolue très peu et dans le même contexte. Pourquoi? Parce que si on fait de la gestion de la population carcérale, c'est qu'on n'a pas assez de places de prison. Nous, on dit qu'il en faut 40 000 pour être au même niveau que le Royaume-Uni. 40 000. Mais Stanislas Godon, posons le débat. C'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas tant un problème de laxisme de certains magistrats, c'est important de dire certains, et ne pas dire que la justice est laxiste, que plutôt une politique pénale qui est fonction des places de prison. C'est-à-dire, est-ce que les magistrats sont dans ce pays contraints, qui rendent leurs décisions en fonction des places de prison, et ça n'a rien à voir avec un laxisme judiciaire? Il y a les deux. Il y a les deux. Bon. Dernier exemple en date, un Madame outrage. Vous répondez alors. Dernier exemple en date, un outrage avec une condamnation à 10 € au titre du préjudice. Un outrage à outrage à un policier. Voilà. Donc vous voyez, ce genre de décisions, ce sont de très très mauvais signaux. Et nous, on part du principe que, en fait, c'est le principe de la roue crantée. C'est-à-dire, quand vous ne traitez pas l'outrage, vous ne traitez pas la rébellion. Vous ne traitez pas la rébellion, vous ne traitez pas le refus d'obtempérer. Et quand vous ne traitez pas le refus d'obtempérer, vous ne traitez pas les violences volontaires à l'encontre des policiers. Et on peut même l'étendre, parce qu'on peut l'étendre aux missions de service public. Moi, je pense aux enseignants, je pense au personnel hospitalier, je pense à nos collègues pompiers qui subissent des guet-apens quasiment toutes les semaines. Eh bien, ça aussi, c'est la réalité du terrain à laquelle il va falloir vraiment apporter une réponse. Et une réponse avec une certitude de la sanction.
Alors, Béatrice Brugère, vous êtes magistrate. Oui, merci. D'abord, ce sujet est extrêmement grave en réalité parce que on voit très bien qu'il y a un tel malaise aujourd'hui, il y a une telle confusion, il y a une telle, j'allais dire, illisibilité de la sanction, qu'on a quand même la police qui, d'une certaine façon, met en cause l'action de la justice, alors que dans des institutions qui devraient fonctionner normalement, de façon républicaine, évidemment, il ne peut pas y avoir d'opposition entre la police et la justice, chacun étant évidemment dans son domaine de compétence. Moi, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, même si je ne partage pas tout, d'autant plus que nous, on appartient à une confédération où il y a aussi des policiers. Linda Kebab en faisait partie tout à l'heure, l'a représentée, parce qu'on avait déjà anticipé ce mouvement de colère. Vous n'êtes pas laxiste ? On avait anticipé cette crispation qui existe et qui est réelle, que j'entends, des services de police par rapport à l'action de la justice en général. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit ne date pas d'aujourd'hui. C'est un long processus, si vous voulez, de crispation. Et ce qui est regrettable, c'est que, évidemment, tout le monde peut dire qu'on a une responsabilité, nous, les magistrats, mais en réalité, je pense qu'il faut aller au-delà, et ça a été dit à la fin de ce que vous avez exposé, monsieur. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème en France de politique pénale. Et de places de prison aussi. Oui, mais ce qui était dit dans le cri de colère, puisque c'est ce mot que vous avez exprimé, c'est intéressant, c'est que d'abord, la police, et ça a été dit au début aussi de cette émission, devient, si vous voulez, une cible privilégiée. Donc, en fait, il y a une mutation très importante aujourd'hui dans les formes de violence dont la justice n'a peut-être pas pris toute la mesure. Vous permettez que je pose une question très simple. Oui. On comprend évidemment, et c'est très important de dire qu'on ne vise pas tous les magistrats. Et mais la question, c'est comment vous expliquez ceux qui nous regardent ce soir et ont vu des affaires, nous les avons traitées ce soir, et parfois le délinquant, on le voit le lendemain ou le surlendemain, et à chaque fois les policiers le retrouvent, et parfois les habitants de quartiers qui eux-mêmes ont été agressés le retrouvent quelques semaines ou quelques mois plus tard. Comprenez que et vous le savez mieux que moi, une victime qui revoit son agresseur aussi libre qu'elle, cela provoque un trouble dans une société qui est difficilement explicable. Alors, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle la politique pénale. Et la politique pénale, ce n'est pas que les magistrats, puisque la politique pénale, comme son nom, excusez-moi d'expliquer ce que c'est, l'indique, c'est justement le ministère de la Justice, c'est justement les lois qui sont votées, c'est les instructions qui sont données, évidemment, c'est les moyens qui vont avec. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? C'est-à-dire que nous avons en réalité une activité pénale extrêmement importante. D'ailleurs, notre ministre le dit, on prononce toujours autant de peines de prison. Or, il y a un décalage ou une déconnexion entre l'activité judiciaire et le résultat, et en tout cas ce qu'on en voit et ce qu'on en ressent. Comment on l'explique ? Et ce résultat provient d'une contradiction et d'une injonction contradictoire. C'est que d'un côté, on travaille énormément, bien compris, et d'un autre côté, la loi, les instructions nous demandent depuis plusieurs années, mais ça s'accélère, alors je ne vais pas vous citer tous les textes de loi, ce n'est pas le lieu, de ne plus utiliser la prison comme réponse pénale. Et quand on a, j'allais dire, plus que ça, parce qu'on est sur des faits graves, comme par exemple des attaques d'ailleurs sur les policiers, nous avons tout un système législatif et normatif qui nous demande d'aménager immédiatement. Donc là vraiment, vous arrivez au cœur du sujet. Justement, je continue. Attendez, il y a 3 étages. On vous demande aujourd'hui des alternatives à la prison. C'est plus compliqué que ça. Laissez-moi finir. D'aménager jusqu'à 1 an, ce qui est énorme, parce qu'on ne se rend pas compte, 1 an de prison, ça correspond à 2/3 des peines, plus de 2/3 des peines de prison prononcées. C'est ça qu'il faut comprendre. Et avant, quand on était jusqu'à 2 ans, puisque ça vient d'être changé, on devait aménager jusqu'à 2 ans, ça correspondait pratiquement à 90% des peines de prison prononcées. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On a compris. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on avait cette problématique, c'est-à-dire qu'on est sur une politique d'aménagement de peine. On nous dit la prison, c'est pas bien, c'est mal. Et injonction contradictoire. Non, je termine parce que c'est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est le plus important, on a l'obligation, nous, des magistrats, de tenir compte de l'état des lieux, de la capacité hôtelière des prisons pour envoyer quelqu'un en détention et de la dignité des conditions. Je vois que Johan Carrard, qui est gardien de prison FO pénitentiaire et va réagir dans quelques instants, est un peu dubitatif. On va voir. Je ne vais pas faire un procès d'intention, ce n'est pas le lieu et vu le sujet dont on parle. Mais on va demander à Julie Gaillot de nous faire un point avec une question importante. La justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants ? C'est l'un de nos sondages. Alors les réponses, Julie Gaillot, qui vont évidemment nourrir notre discussion.
87% des Français pensent que la justice doit être plus sévère avec les délinquants. Alors vous le voyez, c'est une opinion qui est très communément partagée par les Français. Après, si vous rentrez un petit peu dans le détail, quand on creuse, on se rend compte que les Français ils souhaitent plus de sévérité, mais surtout pour les faits de petite délinquance. Pour les faits de grande délinquance, ils ont plutôt tendance à penser que les peines sont assez adaptées. Ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est que c'est désormais une opinion consensuelle, c'est-à-dire qu'elle est partagée par tous les Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. Même les sympathisants de gauche, qui sont traditionnellement plus réservés sur ces questions de sécurité et d'autorité, sont aujourd'hui 73% à penser que la justice doit être plus sévère. C'est vrai, on voit que c'est les sympathisants Europe Écologie Les Verts ou encore la France Insoumise. Il y a davantage de réserves, mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas sûre que ces résultats aussi nets, aussi forts, même à gauche, on les aurait observés il y a 10 ans de cela. Merci beaucoup pour ces précisions, Julie Gaillot. Johan Carrard, vous êtes gardien de prison et faux pénitentiaire. L'échange qui a eu lieu entre la magistrate et le policier, vous êtes au milieu, vous êtes en première ligne. Je dirais même qu'on est à la fin. Et oui. En fin de compte, c'est ça la problématique. c'est qu'en dehors d'attraper les délinquants, les criminels, de les juger, il faut derrière exécuter la peine. Et je pense que le problème fondamental, il est là. C'est qu'à un moment donné, on a 60 000 places de prison pour actuellement à peu près 70 000 détenus et un stock de pratiquement 100 000 peines de prison non exécutées. Donc des peines qui sont pour la plupart quand même inférieures à 2 ans, il faut le rappeler. Mais là où, en fin de compte, et c'est pour ça que malgré tout, je rejoins quand même Béatrice sur ses dires, c'est que les magistrats sont malgré tout contraints de prendre aussi des décisions en fonction de la densité carcérale actuelle. Et pour le coup, on regarde la prison, et comme je dis, la prison reste aussi le microcosme de la société. La dangerosité qu'on peut retrouver à l'extérieur, on le retrouve à l'intérieur. On est 26 000 personnels de surveillance, 22 000 agressions par an. Donc voilà, on peut comprendre que oui, les prisons sont surchargées, le travail est difficile pour le personnel et du coup, effectivement, les réponses qui sont attendues de la part de la population française sur une peine de prison à effectuer, elle est très compliquée pour eux. Parce qu'il n'y a pas assez infernal. Finalement, certains vous croyez opposés, on se rend compte que vous avez les mêmes problématiques, les mêmes attentes qui sont d'ailleurs celles des citoyens et c'est un cercle infernal dans lequel on est tous embarqués. C'est un cercle infernal, mais en fin de compte, quand on regarde la problématique et le cœur, c'est les moyens qui sont alloués. Enfin, clairement... la politique aussi, la politique pénale. Les moyens alloués, c'est la politique qui le met en place. Oui. Quand on parle budget, recrutement pour la police, recrutement pour la pénitentiaire, recrutement des magistrats, construction des places de prison, en fin de compte, on voit que le cœur du problème, c'est le budget. Il n'y a pas de question d'idéologie, alors. Alors si, clairement. On se le dit. Comprendre. S'il y a une question de moyens, parfois ça peut être réglé, les moyens, parce que c'est une question d'arbitrage. Mais s'il y a une question d'idéologie, c'est plus compliqué. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'agression sur personnel. On en est encore aujourd'hui à régler des dogmes idéologiques sur, par exemple, comment un personnel de surveillance doit se protéger. Là, on demande, par exemple, à pouvoir être équipé d'armes non létales, notamment en détention dans le cadre d'agression, pour pouvoir s'en prémunir, etc. et prévenir... Quel type d'armes ? Par exemple, un taser. Voilà, tout simplement. On nous renvoie tout de suite à des mauvais souvenirs de 1945, où est-ce qu'il est possible de pouvoir régler l'ampérage de l'électricité pour éviter de blesser trop le détenu. Enfin, vous voyez, on a quand même pas mal de raisonnements politiques qui, malheureusement, ne connaissent pas le terrain et on fait face, malheureusement, à des idéaux qui ne nous permettent pas d'avancer. Du côté de la justice, il y a quand même une réalité, c'est que parfois, à 10 h du matin, vous n'avez plus de place en prison. Donc, vous êtes obligé d'aménager les peines. En réalité, ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une idéologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un dogme, et c'est ça qu'il faut dire, qui est imposé par la loi, par les circulaires, par la politique pénale, de dire que les réponses, en tout cas celles de la prison, doivent être exceptionnelles. Et on ne nous donne pas les moyens. Or, on a, et vous l'avez vu depuis le début, une délinquance de plus en plus violente qui ne cesse d'augmenter. Donc, à un moment, l'équation, elle est celle que l'on décrit sur ce plateau. C'est-à-dire que vous avez une délinquance qui ne cesse d'augmenter, mais vous avez des places de prison qui sont sous-estimées. On n'en construit pas parce que là, on a vu les annonces qui sont assez intéressantes, mais j'aimerais bien qu'on dise le nombre de places réellement qui ont été construites depuis le début du quinquennat. Moins de 3 000.
Pardon ? Moins de 3000 places de prison. Je crois que vous êtes très très haute. Ah oui Oui, combien ? très très haute. C'est pas les chiffres que moi j'ai entendus, mais ça aussi c'est une question. 1500, moi j'avais entendu. Voilà, Oui, voilà, sur les 15 000 qui étaient annoncés. Donc si vous voulez, les promesses c'est très intéressant, mais là on parle du quotidien. Donc il faut changer totalement la manière, si vous voulez, de revoir l'encadrement, si vous voulez, législatif, les normes et les moyens. Est-ce qu'il faut pour autant construire toujours plus de places de prison à mesure que la délinquance augmente et la violence augmente? Est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt voir les racines justement de cette délinquance et de la violence? Bien sûr. Parce que sinon, ça peut être un nombre infini. Je vais vous donner la parole tout de suite, parce que Pierre Marissèvre nous avait tout à l'heure interpellé sur une spécificité française. C'est-à-dire on peut avoir un pays avec un taux de prison et un nombre de places de prison infini, mais si les racines même de ce mal, de ce fléau ne sont pas réglées et que le diagnostic n'est pas posé, à la limite, à quoi ça sert ? Oui. Alors déjà, le diagnostic, moi, que je vis à l'Institut pour la justice, c'est à travers le spectre des victimes. Voilà. Donc moi, je suis très heureux de voir, par exemple, les chiffres des sondages que vous avez sortis. 87% des Français se rendent compte qu'il y a un problème avec la justice. Mais ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien que les gens s'en soient rendus compte par des chiffres. On a donné, voilà, il y a une évolution des chiffres. Non, les gens ne s'en rendent pas compte par les chiffres. Ils se rendent compte parce qu'ils le vivent dans leur chair. Et les victimes que moi je rencontre au quotidien dans notre collectif de victimes, sont des gens qui ont vécu dans leur chair l'agression, le viol, le meurtre, etc. Donc ça, j'en suis très content. Maintenant, sur les racines de cette insécurité, moi j'en vois deux. Je suis en toute indépendance, donc je peux le dire aussi, un gros mot, mais quand même il faut le dire, ça a été dit d'ailleurs sur le plateau, mais l'immigration a évidemment évidemment une des deux causes à cette hausse de l'insécurité. Et puis la seconde, c'est la justice qui n'est pas à la hauteur. Donc tout ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord. Pourquoi c'est un gros mot? C'est un débat qui est impossible à tenir? Ben oui, je le déplore. Moi, j'essaie de regarder les choses de manière rationnelle et objective. Et il me semble rationnel et objectif de dire que oui, il y a une surreprésentation des immigrés dans la délinquance. C'est surtout, d'ailleurs, ce n'est pas faire justice. Vous avez beaucoup de candidats à la présidentielle qui ne cessent de le dire. Oui, je suis d'accord. De dire que le débat aujourd'hui n'est pas posé quand même. Très honnêtement, c'est assez récent. Moi, il me semble Mais qu'il y a vous vous même basez sur encore des un an. statistiques? Oui, il y a des statistiques qui sont évidentes. Les statistiques du ministère de l'Intérieur qui disent que les étrangers représentent 8% de la population en France. Mais dans toutes les catégories de crimes et délits du code pénal, ils sont surreprésentés. Ce qui ne veut pas dire que tous les étrangers et tous les immigrés sont délinquants, loin de là. Mais c'est justement ne pas leur faire justice que ne pas leur poser un regard vrai et objectif. Ils sont surreprésentés alors qu'ils représentent combien dans la population globale? Alors moi j'avais les chiffres de 2019, je crois que c'est 8% d'étrangers dans la population globale et ils sont systématiquement parmi les mises en cause sur les viols, peu importe les crimes, les étrangers sont systématiquement au-dessus de 8%, c'est donc une surreprésentation. Alors j'aimerais qu'on retourne sur le terrain, je vous passerai, vous aurez tous la parole dans un instant, avec un exemple très concret en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, avec une intervention de la police sur un des plus gros points de deal de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes retournés après l'intervention de la police pour constater avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner que tout avait repris comme avant. Regardez. À première vue, rien n'a changé devant cette cité de Saint-Ouen. Les guetteurs sont toujours positionnés le long des grilles et toute la journée. Leurs regards sont méfiants, mais nous parvenons à entrer. Dans le premier et deuxième bâtiment, aucun trafic à l'horizon. Gangréné par la drogue pendant des années, cet immeuble semble désormais épargné, comme nous l'explique cette habitante. Les escaliers sont plus occupés, les couloirs non plus, ils ne viennent plus du tout dans l'immeuble. Dans ce bâtiment-là. Mais dans le dernier bâtiment de la cité, la réalité est tout autre. Dans le hall d'entrée, nous apercevons d'autres guetteurs installés. Le récent démantèlement de l'important point de deal de cette cité n'a rien changé pour cet habitant qui nous confie vivre encore un enfer au quotidien. Alors moi, quand j'entends Gérald Darmanin dire que le site a été démantelé, c'est totalement faux. On a l'impression que même ça, à un moment donné, on avait un peu plus de guetteurs et dealers qui reprenaient le terrain sur les rues adjacentes. On a aussi les prix qui sont affichés, on a les produits qui sont indiqués sur le mur près du local poubelle ou près de l'entrée. Enfin, des fois, on a des acheteurs, il y a une queue de 30, 40, 50 personnes, ça dépend, c'est aléatoire, mais il y a des jours, limite, on a plus l'impression qu'on est au supermarché que au sein même de notre habitation pour pouvoir rentrer. Il n'y a rien qui change, et puis même on s'inquiète pour les jeunes qui habitent ici, pour ceux qui ont des enfants. Lassé de voir des interventions policières qui ne suffisent pas à endiguer le trafic sur le long terme,
Cet habitant compte quitter définitivement cette cité au plus vite. Voilà pour ce reportage. Stanislas Godon, est-ce que vous videz l'océan à la petite cuillère? C'est-à-dire vous faites une intervention, vous démantelez un point de deal, et le lendemain, tout est redevenu comme avant. C'est un peu ça. Tout à l'heure, on parlait de la réponse pénale. Je rappelle quand même que l'amende forfaitaire délictuelle qui avait été créée pour justement pallier aux carences, parce que le constat était édifiant. Sur 60 000 condamnations, il y avait 45 000 rappels à la loi, il y avait 1300 injonctions thérapeutiques. Donc c'est vous dire si on était très loin de la peine d'emprisonnement de 1 an qui était prévue par le code, notamment de la santé publique. Donc vous voyez, c'est ça, c'est toujours ce décalage que l'on dénonce entre un code pénal, un code de santé publique qui était écrit sur le papier, qui paraît extrêmement ferme, puisque tout le monde dit qu'on a une politique répressive en matière de stupéfiants qui est extrêmement ferme. Mais alors, je pose juste la question, comment ça se fait que les dealers, ils vont pas en prison? C'est parce que ça, c'est par contre, pour le coup, c'est une peine d'emprisonnement. C'est un raccourci. Non, bien sûr qu'ils n'y vont pas. Et vous savez, aujourd'hui, on paye en fait les 200 000 rappels à la loi par an qui ont été supprimés. Oui, voilà. Oui, mais avant de récupérer tout ça, parce que ça fait des années que ça a été fait, les peines alternatives qui ont été aussi la variable d'ajustement de la gestion de population carcérale. Et tout ceci a conduit à un constat, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, le sondage quand même édifiant. Moins d'un Français sur 2 fait confiance en la justice. Je trouve que ce sondage, il doit quand même interpeller tout le monde et se dire qu'il va falloir quand même prendre à bras le corps, parce que Pierre-Marie l'a rappelé, les victimes, nous prenons les plaintes des victimes, et puis après le suivi derrière, on demande mais que fait la police ? C'est bizarre parce qu'on ne pose pas la question que fait la justice. Oui, c'est vers vous qu'on se tourne. Nous allons continuer à en parler. Et nous vous le disons dans cette émission, évidemment, on vérifie, on s'arrête sur chacune. En tout cas, on essaye de vos paroles, de vos propos et des chiffres avancés, surtout quand les sujets sont d'autant plus sensibles que celui de la surreprésentation des étrangers dans la délinquance. On va en parler avec notre journaliste police-justice, Sandra Buisson. Est-ce que vous pouvez nous faire un point factuel sur ce sujet ? Sur le site du ministère de l'Intérieur, sur le volet du service statistique de ce ministère, l'on apprend là-dessus que les personnes étrangères sont surreprésentées parmi les auteurs présumés de vol en 2019. Ils représentent 18% des mises en cause, alors que leur part dans la population est de 7%. En revanche, les personnes étrangères sont moins nombreuses dans les atteintes à la personne. Quant aux infractions à la législation sur les stupéfiants, 9 mises en cause sur 10 sont français. Une dernière prise de parole pour vous parler de la part des étrangers dans la détention. Selon les chiffres, là encore, du ministère, au 1er janvier 2020, 21% des personnes écrouées étaient étrangères. Merci, c'est très important d'être très précis sur les chiffres. Vous voulez réagir, Laurent Oberton? Vous êtes dans le public. Une précision très importante à mon avis, c'est-à-dire qu'on parle de la part des étrangers dans l'insécurité. Par exemple, 25% des prisonniers en France sont étrangers. Mais il y a aussi la part des individus issus de l'immigration qui nous aident à mieux comprendre l'ampleur du phénomène. D'après mes chiffres, d'après des chercheurs qui n'ont pas publié leurs études parce qu'ils n'ont pas envie d'en prendre le risque social, il faut savoir que plus de 40% des prisonniers sont français, binationaux ou issus de l'immigration. Donc à ajouter à la part des étrangers dans cette insécurité. Donc l'un dans l'autre, les crimes et délits en France Alors sont vous savez ce qu'on va vous dire, Laurent Berton, comment vous avez pu obtenir ces chiffres-là? Des chercheurs ont fait ces études. J'ai bien compris, oui. Et en France, vous savez que les statistiques dites ethniques ne sont pas autorisées. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Et certains chercheurs à l'INSEE ont bravé cet interdit qui me semble est d'intérêt public. Et donc, moi, je donne ces chiffres. Et plus d'un crime et délit sur 2 en France aujourd'hui sont commis par des individus. Mais allez plus loin. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ces chiffres que vous nous présentez ce soir? Bien, simplement, si on ne regarde pas en face, si on ne se donne pas toutes les données du problème, on n'a aucune chance de le combattre, de le traiter, de le résoudre. Donc à partir de là, on peut se poser la question pourquoi. On peut aussi se dire que peut-être les fameuses places en prison, si les étrangers auteurs de crimes et délits étaient systématiquement expulsés au terme de leur peine, on ferait beaucoup de places dans nos prisons surpeuplées. Par exemple, ça doit nous donner matière. Thèse défendue par certains candidats. Ça, c'est pour les étrangers. Pour les Français, dites-vous, d'origine immigrée, c'est bien cela. C'est un autre sujet. Oui, c'est un constat que vous faites, basé sur vos chiffres, et ça s'arrête là. Je pense d'un échec total de l'assimilation de populations qui sont beaucoup trop nombreuses pour l'être. Et on parle de quartiers où ceux qui doivent s'assimiler, en général, sont le plus souvent les autochtones qui sont devenus minoritaires dans ces quartiers très criminogènes.
Vous voulez réagir, Maître Beugère, peut-être, et Pierre Brissel. Excusez-moi, juste, ces chiffres sont calculés sur les condamnations, c'est ça? Alors, les condamnations et les prisonniers, le taux d'incarcération. Je voulais juste dire, par rapport à ce chiffre qui va vous... Alors, je ne sais pas si... qui est assez intéressant, c'est qu'il faut savoir que par rapport à ce que nous, on traite, les magistrats, donc on traite une masse énorme, ce qui arrive devant une juridiction, donc qui pourrait faire l'objet d'une condamnation, dont on sait la difficulté. Nous avons 17% de ce qui est poursuivable qui arrive devant une juridiction. Ça veut dire que par rapport aux chiffres qui ont été donnés, 83% des infractions ne sont pas comptabilisées. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est sur le haut du spectre, en réalité, sur les chiffres qui sont donnés, premièrement. Et deuxièmement, on voit très bien le chiffre noir de ce que ça pourrait être si on calculait ça. Donc, ces chiffres sont intéressants, mais ils sont aussi à manier, je pense, avec beaucoup de discernement, puisqu'en fait, on n'est que sur une toute petite frange de la délinquance. Les précisions sont bienvenues, évidemment. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de la réponse pénale. On a des chiffres très précis qui vont nous être donnés par Mario Bazac. Des témoignages. Et des témoignages. On parlera des rodéos. Vous savez, ce fléau que ne supportent plus les habitants de certains centres-villes, petites villes d'ailleurs aussi. On en parle dans un instant dans cette émission spéciale sur CNews, la sécurité des Français. À tout de suite. On se retrouve en direct sur CNews pour cette soirée spéciale consacrée à la sécurité des Français avec Sonia Mabrouk et nos invités. Sonia. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag la sécurité des Français. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions. On va essayer de les relayer tout au long de la soirée. Nous parlons à présent d'un véritable défi pour les autorités et un phénomène qui malheureusement pourrit la vie des habitants, comme on dit. Alors comment expliquer la recrudescence des rodéos urbains? Cette pratique est-elle d'ailleurs vraiment en essor? On va le voir avec des chiffres et de manière tout à fait objective. Et surtout, quelle parade, parce que ces rodéos représentent une véritable provocation à la fois pour les autorités et évidemment pour les habitants. Regardez ces séquences rassemblées et qui montrent véritablement la nuisance que représentent ces rodéos aujourd'hui. Et bien souvent, face à ces provocations, à ces nuisances, ce sont les élus, ce sont les maires qui sont à chaque fois en première ligne et qui montent, si on peut dire, au front. Ce fut le cas du maire de Faulques, petite ville du Calvados, qui a été agressé alors qu'il tentait justement d'arrêter un rodéo. Les maires et les élus au premier plan, c'est un sujet de Jeanne Cancard. C'était le 23 octobre dernier. Bruno Le Tuilier est agressé à coups de matraque. Maire d'une petite commune du Calvados, il a tenté de stopper un rodéo sauvage. Au niveau du visage, la lèvre, le nez, et je pense que j'avais la main comme ça et que ça a tapé la main en même temps, donc la main gonflée. Ouais. À quelques mètres de chez lui, une cinquantaine de jeunes s'étaient rassemblés pour rouler à vive allure sur leurs scooters et motos, allant jusqu'à bloquer la circulation. Je suis arrivé plus haut, leur dire d'arrêter, sinon les gendarmes étaient là dans un quart d'heure. Et puis je suis reparti, je suis descendu là pour venir chez moi. Et là, il y avait des jeunes d'arrêter ici. Donc je descends de ma voiture, je n'avais pas fait 2 mètres que je m'étais pris de coups de matraque, donc j'ai pas eu le temps de discuter avec. Ce maire pointe également du doigt l'impunité des conducteurs. Le problème qu'il y a, c'est que les gendarmes ne peuvent rien faire. Ils n'ont même plus le droit de les poursuivre, ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc c'est la libre... les jeunes font ce qu'ils veulent en fin de compte. L'auteur de l'agression a lui été interpellé. Âgé de 19 ans, il a été condamné à une peine de 8 mois de prison ferme. Stanislas Godon, alors là c'était le gendarme, mais est-ce que les policiers sont tout aussi impuissants pour arrêter les auteurs de ces rodéos urbains? Vous avez interdiction d'intervenir pendant le rodéo, on oui, est d'accord. Oui, il y a eu des instructions très claires. Cette loi de 2018, nous on l'avait dit dès le départ, on l'avait dit notamment en audition parlementaire, il y aurait des difficultés pour les policiers puisque évidemment tout le monde a peur du suraccident, tout le monde a peur des violences urbaines, tout le monde a peur que effectivement les policiers soient encore mis au pilori et qu'on dise que c'est de la faute des policiers. Concrètement, c'est aussi un jeune simple que qui cela. tombe pendant
un rodéo sur intervention de la police, c'est une émeute urbaine garantie. Il y a instruction écrite, notamment de la sécurité publique, pour ne pas poursuivre les individus qui commettent ces rodéos. Mais c'est des émeutes derrière garanties, des violences urbaines. S'il y a un accident, même parfois quand il y a des accidents et que les collègues étaient en patrouille à 200 mètres, il y a quand même eu des violences urbaines. Donc on a été accusé de tous les maux, y compris lorsqu'il y a des individus extrêmement dangereux qui, je le rappelle, il y a eu des morts pour des rodéos. Il y a eu une fillette qui est morte également. Aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement grave ces rodéos. Au-delà de pourrir la vie des habitants, c'est que ça met en danger les citoyens, ça met en danger également ceux qui pratiquent ces rodéos, ça met en danger les équipages de police parce qu'il faut procéder à des interpellations quand on peut le faire. Mais pour l'instant, les instructions sont très claires. C'est important, pardonnez-moi, de rappeler qu'il y a eu des victimes et de parler, c'est important pour cette émission, du statut des victimes. Vous avez dit, et c'est important, il faut faire attention à ne pas faire un accident en intervenant sur ces rodéos urbains. Est-ce qu'on parle suffisamment des victimes dans ces affaires-là, justement ? Alors moi, je ne pourrais que vous dire que non. Un très bon exemple, c'est le procès de Nordal-Lelandais. Là, la semaine dernière, qui est la star du procès Nordal-Lelandais ? C'est Nordal-Lelandais, comme son nom l'indique. Par contre, je récuse le mot de star. Oui, peut-être, mais en aucun cas, peu importe. Enfin, les faits sont là, c'est lui dont on parle et uniquement lui. On a beaucoup parlé de d'un procès, oui, c'est de revenir sur la famille, la douleur de la famille, on en parle très très peu. Je vous avoue que moi, en tout cas, c'est beaucoup trop peu à mon goût. Mais vous avez raison. Vous avez tort, on en a énormément parlé. Non, mais vous avez raison sur le statut des victimes, c'est-à-dire qu'il faut davantage, évidemment, mettre en avant les victimes comme dans ces cas-là. Oui, il faudrait davantage les prendre en compte. Ça, c'est une histoire de climat général. Mais pourquoi on ne le fait pas suffisamment ? Non, on ne les prend pas suffisamment en compte. Je vous ai donné un exemple, mais il y a peut-être aussi, juridiquement, on pourrait donner plus de droits aux victimes. Par exemple, personne ne le sait, mais les victimes n'ont pas le droit d'appel dans les procès d'assises, alors que les agresseurs ont ce droit. Ce qui est normal, après tout. Mais les victimes n'ont pas le droit. Moi, il me semblerait logique et équitable que les victimes aient aussi le droit de faire appel lorsque la condamnation n'est pas à la hauteur. Oui, moi personnellement, je suis tout à fait pour que les victimes aient un droit d'appel subsidiaire si le parquet qui a poursuivi n'obtient pas une condamnation et que dans la logique du parquet, il ne fasse pas appel. C'est-à-dire que normalement, c'est le ministère public qui doit protéger la société. Et si le ministère public poursuit et en fait requiert une peine, c'est-à-dire qu'il croit à la culpabilité et puis qu'il y a un acquittement et qu'il ne fait pas appel, il me semblerait intéressant qu'à ce moment-là, il doit motiver pourquoi il ne le fait pas et que la victime puisse faire appel. Mais c'est vrai ça qui nourrit aussi la défiance et le sondage que nous avons vu. Non, mais ce qui est sûr, c'est que certains qui se disent parfois, je dis bien parfois, je fais attention, que la justice n'est pas tellement du côté des victimes. Non, mais en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'on a une procédure pénale aujourd'hui qui est totalement déséquilibrée. Et c'est vrai qu'on a donné beaucoup de droits aux mises en cause, beaucoup de droits. Droit à un avocat. On n'en a pas donné autant d'office aux victimes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le souligner, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que finalement, il n'y en a que pour les auteurs et les victimes sont un petit peu mis de côté. Et elles sont oubliées. Ça fait écho aussi à ce qui vient d'être dit, c'est assez intéressant, c'est qu'en effet, en France, il y a une fascination, depuis d'ailleurs les débuts du polar, pour le crime, pour le criminel, et finalement la victime est très très subsidiaire. C'est une réalité qu'il faut déplorer, mais c'est une réalité. Tout à fait. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple très précis. Sur le procès de Nordal-Lelandais, la parole a été largement donnée à la famille de Maëlys. En général. Et les journalistes de CNews ont longuement interviewé sa mère, sa sœur et son père. J'ai un autre exemple, c'est une histoire qui est ressortie là récemment, l'affaire Natacha Mougel. Donc à Marc-en-Barœul, en 2010, Natacha Mougel est une jeune femme qui avait à peine 30 ans, qui a été tuée par un homme qui s'appelait Alain Pénin. Cet homme-là avait été condamné 5 ans plus tôt à 10 ans de prison. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il avait été condamné à 10 ans de prison parce qu'il avait violé une autre jeune femme. Cette jeune femme, lorsqu'elle a appris que cet homme allait sortir à la moitié de sa peine, elle a remué ciel et terre pour que la justice l'entende et en disant « cet homme va recommencer. Quand il m'a violé, je l'ai vu, il va recommencer, il ira pire, il fera pire. » C'est exactement ce qui s'est passé. Sorti à mi-peine, il a violé et tué une jeune femme. C'est une inversion des valeurs totales. Complète. Et cette victime n'a pas été écoutée. Parce que ça, c'est un sujet. Et après, on va voir la réponse pénale avec Mario Bazar. De ce qu'on entend depuis tout à l'heure, et je pense que ça peut être le malaise qui est créé envers la justice et de la confiance qu'on peut en avoir. Et nous, on le ressent. Enfin, je parle moi en tant que professionnel, c'est de se dire qu'effectivement, on a laissé de plus en plus de côté, malheureusement, la victime, mais on a donné beaucoup de droits à la personne
mis en cause. Donc, et vous nous, on êtes le voit. d'accord, le policier, la magistrate et monsieur qui travaille à l'Institut Et en pour la détention, on le voit au quotidien. Enfin, voilà, quand on voit que les règles changent tout le temps, où maintenant on ne peut plus fouiller des détenus alors même qu'ils ont eu des visites extérieures. Enfin, pourquoi ? Parce que c'est des nouvelles règles, des nouvelles normes qui s'ajoutent, qui nous mettent, nous, en difficulté au quotidien et qui renforcent malheureusement le pouvoir du délinquant envers l'autorité qu'on représente. On va peut-être s'intéresser à la réponse pénale en chiffres. Bien sûr, tout à fait. Marie Aubazac, le point factuel, la réponse pénale, c'est le sujet depuis tout à l'heure central de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire objectivement ? Comment la caractériser, cette réponse pénale aujourd'hui, Marie ? Alors, les derniers chiffres dont nous disposons de 2020, ils nous ont été transmis par le ministère de la Justice. Et cette année-là, le taux de réponse pénale s'élève à 88,6%, avec 100 919 peines de prison ferme qui ont été prononcées, contre 132 000 en 2019. Mais cela s'explique par le fait qu'en 2020, eh bien, c'est l'année qui a été marquée par le confinement. Il y a donc eu moins de plaintes, donc moins d'auteurs poursuivis, donc moins de condamnations. Mais de manière générale, ces dernières années, le nombre de condamnations pour des délits est assez stable, autour de 500 000 en moyenne. Par contre, les tribunaux prononcent de plus en plus de peines de prison ferme. Le nombre d'années d'emprisonnement ferme a augmenté de 32% en 12 ans. Si l'on compare le nombre de personnes incarcérées entre les années 90 et aujourd'hui, c'est 25 000 de plus. Alors, ces peines sont-elles vraiment exécutées ? Oui. 90% des peines finissent par être exécutées. Le problème, c'est le délai, parfois jusqu'à 3 ans. Ça signifie que des personnes condamnées attendent parfois 1 an ou plus avant d'aller en prison, d'effectuer une peine sous bracelet électronique ou un travail d'intérêt général, même si il faut rappeler que plus la peine de prison ferme est lourde, plus la mise à exécution est rapide. Merci beaucoup, Marie Aubazac. C'est une évolution édifiante que vous contestez. Vous aurez la parole parce que là, contester des chiffres, vous allez me dire comment vous faites. Hein. Oui, absolument. Bon, vous allez me dire dans quelques instants. Très bien. Notre consultant CNews, ancien magistrat Georges Fenech, a la parole. Oui, sur la réponse pénale, hein, je ne sais pas ce qu'on m'entend, de 88%, je pense que à ce stade, il faut bien comprendre, et Béatrice Brugère, pour le nom de son syndicat, a d'ailleurs fait une étude très intéressante, il faut bien comprendre que dans cette réponse pénale, on inclut tout. C'est-à-dire les rappels à la loi, les classements sans suite en opportunité. Tout ça, c'est considéré comme des réponses pénales. En réalité, sur le nombre d'infractions globales, si je me réfère à l'étude très sérieuse qui a été faite par Béatrice Brugère, qui est ici présente, c'est entre 11 et 12% seulement la réponse pénale, c'est-à-dire celle qui arrive effectivement devant les tribunaux correctionnels, qui se traduisent par une véritable sanction pénale. Donc je pense que ça, c'est important de le dire. Puisque j'ai le micro, simplement, j'indique aussi, parce que ça n'a pas été abordé, la question qui me paraît essentielle encore aujourd'hui, c'est qu'on ne traite pas suffisamment à la hauteur le problème de la délinquance des mineurs qui est à l'origine de beaucoup de nos maux. Vous avez raison. Et ça fait partie des propositions d'un certain nombre de candidats. Est-ce qu'on pourrait revoir, Laurence, les chiffres présentés par Marie Aubazac, le tableau, j'allais dire, objectif, et j'aimerais comprendre pourquoi vous contestez cette évolution aujourd'hui de la réponse pénale. Alors déjà, je suis loin d'être le seul à la contester. 88% le taux de réponse pénale, c'est un taux de communication. C'est un chiffre pour dire on a apporté une réponse. Donc ce chiffre-là est un taux de communication, d'affichage. Oui, complètement. Puisque comme l'a dit Georges Fenech, on compte absolument toutes les réponses, et pas uniquement la prison, loin de là. Mais une dispense de peine, par exemple, ça peut être considéré comme une réponse pénale, vous imaginez. Donc, et puis, on peut aller plus loin. Le nombre d'infractions en France, il y en a 10 millions selon les enquêtes de victimation. Donc vous imaginez, 100 000 peines de prison pour 10 millions d'infractions, c'est rien du tout. Et des peines de prison ferme, on en a parlé, mais il y en a une bonne partie qui n'est jamais exécutée. S'il n'y a pas de mandat de dépôt, déjà, on en perd une partie. Vous confirmez ce constat ou pas? Confirme, pas de mandat de dépôt, et puis parfois des peines de prison qui font l'objet d'aménagement, et l'aménagement, du coup, on considère que la peine a été exécutée, et ça rentre effectivement dans le pourcentage qui a été notamment montré. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les outils statistiques, il faut vraiment regarder dans le détail. Et le taux d'exécution des peines, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant en matière de délai, parce que en fait, vous vous apercevez que jusqu'à 3 ans, mais qui peut accepter aujourd'hui dans ce pays, quelle victime, puisqu'on en reparle, quelle victime peut accepter qu'on attende 3 ans avant que la peine soit exécutée? C'est l'un des vrais problèmes et qui nourrit aussi la défiance, c'est ce délai. C'est-à-dire parfois c'est 3, même parfois c'est beaucoup plus. Parfois 5 à 10 ans. Jamais exécuté. Oui, bien sûr. Et le côté pédagogique, notamment de la peine, puisque certains disent qu'il faut l'individualisation de la peine, il faut la pédagogie et donc la certitude de la peine. Mais quand vous attendez 3 ans,
Quelle est la forcément, vous êtes en décalage complet. Rapidement, après on retourne... Très rapidement. En réalité, ne sont exécutées immédiatement que les peines de prison qui sont assorties d'un mandat de dépôt ou les peines criminelles, en réalité. Donc le reste, en effet, c'est même jusqu'à 4 ans pour avoir 94% d'exécution. Je dis simplement autre chose, attention, la peine de prison, mais il y a aussi la peine d'amende, le TIG, etc., qui sont des peines extrêmement prononcées, sur lesquelles les délais ne sont pas meilleurs, sur lesquels les recouvrements n'existent pas. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que, parce qu'il n'y a pas que la prison... Hein, mais vous noircissez encore plus ce tableau, c'est-à-dire sur les autres sanctions, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un bilan de faillite long. et qu'on est dans une exécution des peines qui n'est absolument pas à la hauteur des attentes. Et sur le taux de réponse... C'est la magistrate qui le dit. Mais bien sûr, et on est les premiers à le dire. Rendons-nous compte ce soir, Madame Brugère, nous avons la chance de vous avoir et je vous remercie ainsi que nos invités, que vous faites œuvre à la fois de pédagogie mais aussi de vérité en nous disant pour votre propre corporation, ce n'est pas un gros mot. Mais oui, parce qu'on en souffre, nous. C'est-à-dire C'est-à-dire que les magistrats travaillent et eux-mêmes, si vous voulez, on critique le laxisme des magistrats, mais il faut voir aussi que les moyens, enfin bon, tout ce qu'on ne va pas reprendre, moi je parlerais plutôt du laxisme de l'État qui ne donne pas les moyens, qui ne donne pas la politique pénale, qui ne donne pas les instructions de politique pénale, et ça c'est le laxisme de l'État qui arrive à un bilan de faillite sur l'inefficacité de la justice, alors que les acteurs, les magistrats travaillent, on le sait, puisque ça ne vous a pas échappé, il y a une tribune qui a été faite récemment pour dire que les magistrats n'en pouvaient plus de travailler sous la pression des statistiques, sous la pression des injonctions contradictoires, sous la pression de l'opinion publique qui disent « regardez comme ils sont laxistes », alors qu'en fait, ils font ce qu'ils peuvent. C'est important alors, ce que vous dites. Hein. Ça change peut-être le regard de beaucoup de Français qui nous regardent ce soir. Alors après, je ne dis pas qu'individuellement, il n'y a pas des fautes, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie, je ne dis pas qu'il n'y a pas des responsabilités. J'en suis tout à fait consciente. Je dis simplement que moi, au laxisme des magistrats, je réponds le laxisme de l'État. Alors, on parle de ces injonctions contradictoires, on parle des dysfonctionnements, police, justice. C'est d'autant plus insupportable que parfois il y a des vies derrière. Je pense à la mort d'Aurélie Lange-Lin. Elle avait 33 ans. Elle est la 46e victime de féminicide. C'était en 2021. Elle est morte sous les coups de son compagnon. Elle avait déposé plusieurs plaintes. Plusieurs mains courantes qui n'ont jamais été traitées. On va écouter la mère de cette jeune femme, interrogée par Jeanne Cancard. Moi, je veux un combat, je veux qu'il finisse en prison, qu'il soit puni. La police, voir si vraiment il y a eu des défaillances au niveau de la police. Et je veux me battre pour ma fille, lui montrer de là-haut que je me battrai jusqu'au bout pour elle. Elle n'était pas méchante, elle ne devait pas partir comme ça. Sous les coups, tout ce qu'il lui a fait comme coup. Pourquoi il nie ses coups? Je veux qu'il dise ce qu'il lui a fait. Et qu'il périsse en prison, qu'il va à perpétuité, qu'il ne sort plus jamais. Parce qu'en France, il y a trop de laxisme. On les met comme là, il avait une peine de 2 ans. Il avait déjà fait 12 ans ou 14 ans, je ne sais pas son passé exactement. Il avait eu 2 ans. Au bout de 9 mois, il se comporte bien. Bien sûr, il se comporte bien en prison. On ne donne pas d'alcool, on ne donne pas de drogue. Bon, on en passe peut-être. Mais après, il est sorti, il a recommencé. On ne fait pas de prise de sang, on va déposer des plaintes, on ne fait rien. Parce la police me dit, oui, mais quand on envoyait un courrier à votre fille, elle ne répondait pas. Mais je dis, si elle était avec lui, peut-être que lui, il prenait le courrier, il y avait les clés de tout. Je veux qu'elle voie que je vais me battre pour elle. Je vais rentrer, je me mets dans les associations, je fais tout. Parce qu'il ne faut plus que ça arrive, ça, les féminicides. On arrive à combien? Elle était la 50e, le 31 mai, ici on arrive à 127. Il y en a un tous les 2 jours et demi, c'est pas possible. On est en France. Voilà pour ce témoignage bouleversant, un drame, et puis avec une série d'autres drames. Si parfois, et souvent les Français, Stanislas Godon, sont derrière leur police, parfois ils l'interrogent sur des sujets aussi graves, sur des drames aussi graves, et s'interrogent sur ces phénomènes. Est-ce que vous les appréhendez? Est-ce que vous les comprenez, entendez-moi bien, suffisamment pour, en amont, justement, comprendre tout de suite la douleur, la souffrance et le danger imminent pour certaines femmes? Les féminicides...
évidemment, sont toujours aussi tragiques, hein, et il n'y a pas de débat là-dessus. Vous savez que d'ailleurs, il y a un décret qui maintenant a donné l'obligation à ce que, par exemple, des conjoints violents, lorsqu'ils sortent de prison, que la victime, notamment l'ex-conjointe, soit prévenue de la sortie de la prison. Ensuite, moi, je vais poser la question de l'évaluation de la dangerosité aussi de ces individus, parce que parfois, il y en a beaucoup qui sont passés au travers. Le témoignage, d'ailleurs, le montrait bien, un comportement exemplaire en prison pour bénéficier notamment des aménagements de peine. Et puis finalement, on sort plus tôt, et puis après, on commet l'irréparable. Et ça, cet exemple, il n'est pas unique. Hein. Rappelez-vous Mérignac, hein, c'était un peu... Non, on va interroger ce que je veux dire, c'est que mais sur votre rôle davantage. Alors, sur le travail notamment des policiers. Alors, il y a eu des évolutions, hein, sur notamment l'accueil du public. Il y a eu d'ailleurs un bilan qui avait été monté. Ce ne sera jamais assez. Bien sûr. Il y a un policier qui vient d'être sanctionné. Oui, tout à fait. La formation continue, par exemple, des policiers dans ce domaine-là. Ceux qui sont à l'accueil des plaintes, ça c'est tout aussi important. Quel est le volet de la formation continue aujourd'hui dans le domaine de la police nationale? Il est quasiment inexistant. On n'arrive même pas à faire notre métier. Je vous donne un exemple. En Espagne, il y a eu une inversion totale de logiciels. C'est un pays qui a pris en compte de manière, j'allais dire, presque épidermique, vraiment dans ses tripes, ce problème à bras-le-corps. Est-ce que ce n'est pas ça ce qu'il faudrait de la police, à la justice, jusqu'à toute la société, évidemment? Il y a eu une autre manière de voir ce sujet. Est-ce que vous, au sein de l'institution policière, véritablement, il y a eu ce travail-là? Alors, il n'est peut-être pas complet. Il y a eu un travail d'accueil, un travail de formation qui a été initié. Mais il est largement en dessous des besoins, bien sûr. Et là, pour le coup, le couple police-justice, il faut qu'il fonctionne. Parce qu'il faut aussi qu'on torde le cou à ces dysfonctionnements, notamment dans la transmission des informations. Je crois que, notamment au niveau des logiciels, il y a des difficultés parfois, que dans la transmission des documents qui sont tout aussi importants. Et puis, on pourra en parler aussi des dispositions, bracelet anti-rapprochement, téléphone grave danger, puisque même, d'ailleurs, il y avait un constat qui avait été fait, il y en avait tellement qui avaient été achetés par le ministère de la Justice et si peu qui avaient été déployés sur le terrain. Ça aussi, ça fait partie des dysfonctionnements dans le tandem police-justice. Un exemple dans un autre domaine, mais parfois, malheureusement, les bracelets, malheureusement, bien parfois... Ça ne résout pas tout, ça on est bien d'accord. C'est pour ça que votre perception, la perception et l'accueil des policiers, des femmes et des hommes que vous êtes reste un élément essentiel. Alors, juste, par contre, je voudrais quand même rappeler quelque chose d'important, c'est que lorsque les policiers, par exemple, posent des questions dans le cadre des violences, dans le cadre des viols, souvent on fait le procès à ces questions qui sont posées par les policiers. Il faut savoir qu'il y a des grilles de questions qui sont tout aussi importantes et qui sont imposées dans le cadre de ces questions et de ces interrogations pour fermer la porte, notamment à certaines difficultés qui pourraient mettre en danger notamment la qualification de la procédure. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'après, on peut se retrouver aussi, en partant d'un viol, on se retrouve à des agressions sexuelles, par exemple. Il y a aussi la justice qui est en question, Béatrice Brugère, dans ce cas très précis. 2 ans de prison, sorti au bout de 9 mois pour voilà, comme pour tous nos sujets, de toute façon, on a un retard à l'allumage avec des moyens qui ne sont pas... Et on n'a pas de vision stratégique. Tout à l'heure, ça a été dit, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas de politique pénale stratégique. C'est-à-dire que là, on est dans la surréaction. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité. On ne peut pas dire le contraire pour le ministère de la Justice. Il pleut des circulaires, il pleut des instructions de tous les côtés. Il en pleut tellement que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'a même pas les moyens, j'allais dire, d'assimiler. Mais là, on est dans assistance à personne en danger. Voilà. Il est facile pour moi de le dire depuis mon poste d'observation, mais c'est assistance à personne en danger. Tant mieux, j'allais dire, tant mieux, mais à quel prix à chaque fois? C'est-à-dire, voilà, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'à quel prix on arrive à nous hisser à chaque fois sur des politiques pénales qui sont évidemment d'envergure. Sauf que les moyens sur les bracelets, les anti-rapprochements, tout ça, quand on nous a demandé de les mettre, évidemment, au début, ils n'étaient pas là en réalité. Voilà, mais maintenant, il y en a, ils ne sont pas distribués. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a aussi une administration qui est totalement faillie, qui est complètement mal gérée, qui est sous-dotée, qui est archaïque, qui est bureaucratique, qui ne transmet pas les... Oui, bien sûr, c'est un constat qui est dramatique. Avec, oui, mais à la fois, on est aussi à la veille d'élections où il pleut des promesses. Justement, et donc c'est peut-être le moment aussi de se dire, faisons un vrai bilan honnête, pas politique, l'intérêt des victimes, l'intérêt général, l'intérêt des acteurs de terrain qui n'en peuvent plus, pour avoir des propositions
à la hauteur des enjeux. Oui, mais si je peux me permettre, je ne le dis pas pour vous, sans se défausser, parce que l'administration qui ne va pas, le laxisme d'État, qu'est-ce qu'on répond à cette mère? C'est extrêmement difficile, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Il est impossible de soulager cette colère, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? Vous qui vous occupez justement souvent et vous représentez des victimes. Je voudrais quand même dire une bonne nouvelle quand même dans la soirée. Les bracelets anti-rapprochement dont on a parlé, ils ont été mis en place en Espagne il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas eu un seul féminicide depuis que ça a été mis en place. Donc ça marche vraiment et il faudrait vraiment le développer. Ça a été d'ailleurs une volonté du gouvernement. En Espagne, et ça, il faut y a un changement total. Oui, absolument. Ils ont été vraiment exemplaires sur cette question-là. Pas un seul féminicide. Sur cette victime qui, effectivement, que lui dire? Moi, je pense qu'on lui ramènera jamais sa fille. Personne ne lui ramènera sa fille. L'État pourrait faire tout ce qu'il veut. Il ne ramènera jamais sa fille qui est morte et c'est une tragédie. En revanche, là, le minimum qu'il faudrait faire, c'est simplement d'établir la justice. C'est à ce concept simple-là qu'il faudrait tourner. C'est ce qu'elle demande. Oui, c'est ça qu'elle demande. La perpétuité réelle, elle la demande. Exactement. Elle l'obtiendra peut-être, mais... Alors, on va juste voir avec Florian Tardif, qui est avec nous du service politique de CNews. Quelle est la politique pénale que souhaitent les candidats à la présidentielle? C'est aussi l'objet de cette émission. Florian. Nous allons voir ensemble les principales mesures concernant cette politique pénale portée par les 5 principaux candidats dans cette campagne présidentielle. Marine Le Pen veut rétablir, vous le voyez, les peines planchers. Elle entend supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, en particulier pour les agressions physiques. Elle veut également punir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les mineurs délinquants et envisage même de doubler les peines par des sanctions financières aux parents, dont la suspension des allocations familiales. Emmanuel Macron n'a pas de proposition précise encore. En revanche, il a exprimé son souhait que chaque peine prononcée soit exécutée, ce qui figurait déjà dans son programme de 2017. Jean-Luc Mélenchon souhaite, lui, confier au Parlement l'orientation de la politique pénale du pays par un débat annuel sur un texte avec un vote. Valérie Pécresse veut restaurer les peines planchers également automatiques pour les multirécidivistes violents et pour les trafiquants de stupéfiants. La candidate des Républicains veut également que les jugements soient rendus, on en parlait tout à l'heure, en moins de 6 mois pour toutes les violences et délits du quotidien. On finit par Éric Zemmour. Il souhaite rétablir les peines planchers, rétablir également la peine de perpétuité réelle pour les criminels les plus dangereux et il souhaite réduire drastiquement les remises de peine pour que la peine prononcée soit, je cite, réellement exécutée. Et dernier point concernant Éric Zemmour, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il veut abaisser l'âge de la majorité pénale à 16 ans.